À partir de janvier, la Suède prendra la présidence de l'Union européenne. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 2009. Et depuis, beaucoup de choses ont changé dans la dynamique de l'Union européenne et dans le monde. Pour discuter des propositions pour les 6 mois à venir, mon invitée est la ministre suédoise des Affaires européennes, Jessica Roswall. Madame Roswall, merci beaucoup d'être avec nous. De nombreux problèmes ont frappé l'Union européenne ces dernières années, mais l'invasion russe en Ukraine a créé cette fois un réseau complexe de problèmes. Quelle sera votre approche pendant la présidence? Quelles mesures et actions concrètes comptez-vous prendre à ce sujet? Pour la présidence suédoise, la priorité sera de maintenir l'unité et de continuer à soutenir l'Ukraine par toutes sortes de mesures. Concrètement, il s'agit d'une aide économique, militaire, humanitaire et aussi politique pour faire face à cette période difficile. Nous devons aussi, bien sûr, maintenir les sanctions et autres mesures prises contre la Russie. L'Union européenne disposera-t-elle, selon vous, des ressources pour assurer ce soutien militaire et pour aider financièrement à la reconstruction de l'Ukraine dès que cela sera possible? Je crois que c'est notre devoir parce que les Ukrainiens ne se battent pas seulement pour leur liberté, ils se battent aussi pour notre liberté. Vous avez mentionné la sécurité et l'unité qui sont des sujets importants pour la présidence suédoise et pour le Premier ministre Ulf Kristersson qui a évoqué ces sujets à plusieurs reprises. Quand pensez-vous que la Suède et aussi la Finlande pourraient rejoindre l'OTAN, en considérant surtout que la Turquie puisse s'y opposer? Je n'ai pas de réponse à cette question, mais nous espérons que ce sera le plus tôt possible. Bien entendu, nous agissons en étroite collaboration avec la Finlande, car il s'agit d'une question de sécurité pour nos deux pays. Mais je pense aussi que la guerre en Ukraine a symbolisé ou montré que la sécurité de l'Europe dépend de sa cohésion et que nous devons maintenir l'unité en Europe. L'Union européenne impose actuellement des sanctions à la Russie et un autre paquet de mesures est en cours d'élaboration. Jusqu'où faut-il poursuivre cette stratégie, compte tenu des intérêts propres de l'Union européenne et des objectifs en termes de soutien à l'Ukraine? Concernant la Russie, je pense que l'Union européenne a fait preuve d'une très bonne unité en imposant tous ces trains de sanctions. Et aujourd'hui, nous discutons d'un 9e paquet de mesures. Je pense qu'il est important de le mettre en place et d'aller de l'avant aussi longtemps qu'il le faudra. Nous devons poursuivre les sanctions et les autres mesures de pression que nous pouvons exercer. Nous faisons le constat également d'une inflation élevée. Nous avons beaucoup de crises en parallèle dans l'Union européenne et dans le monde. Mais nous devons continuer à soutenir l'Ukraine et à maintenir la pression sur la Russie. Quel est le prix que les citoyens de l'Union européenne sont prêts à payer, compte tenu des nombreux problèmes économiques qu'ils déplorent souvent par le biais de grèves et de manifestations? Tous nos gouvernements, dans tous les États membres, s'efforcent d'aider les ménages et les entreprises à faire face à cet hiver et à se préparer à l'hiver suivant. Il sera bien sûr de la plus haute importance pour la présidence suédoise de traiter toutes ces questions. Je pense donc que nous devons faire un certain nombre de choses, y compris en ce qui concerne les dispositions nationales. Cela doit se faire au niveau national, pas seulement au niveau européen. Il y a tous ces débats sur le plafonnement des prix, sur l'approvisionnement commun en énergie. Quel est selon vous le moyen le plus simple de parvenir à un consensus sur la nécessité de disposer d'un approvisionnement en énergie abordable? Je sais par exemple que vous êtes également très attaché au nucléaire, mais ce n'est pas le cas de tous les pays de l'Union européenne. L'énergie, selon moi, est étroitement liée à la transition verte, qui est une autre priorité pour la Suède. Je pense que nous devons parler de l'énergie en même temps que de la transition verte et ne pas oublier que l'énergie est également liée à la sécurité. Nous avons donc ces deux piliers sur lesquels nous appuyer lorsqu'il s'agit d'énergie. Le Green Deal est le mot d'ordre pour un avenir durable. Mais dans le contexte de la crise actuelle, quelle peut être l'ambition de l'Union européenne? Sera-t-elle en mesure de rivaliser avec les investissements massifs réalisés dans la transition énergétique par les États-Unis ou par la Chine?
L'Union européenne consacre beaucoup d'argent et d'efforts à la transition écologique et je pense que nos industries sont très performantes et avant-gardistes. Je le vois beaucoup en Suède. Nous pouvons combiner la transition verte avec la compétitivité et l'innovation. Mais nous avons également un certain nombre de dispositifs au sein de l'Union européenne. Il y a le fonds de relance, le Repower EU, qui peuvent aider à la fois les populations et les entreprises à effectuer cette transition et je pense que nous en sommes capables. Parlons maintenant d'asile et de migration. Votre gouvernement de coalition a le soutien d'un parti d'extrême droite qui, comme dans beaucoup d'autres pays, défend une sorte de modèle de forteresse européenne. Quelles sont vos propositions en termes de gestion des frontières et aussi en ce qui concerne le traitement des dossiers d'individus souhaitant entrer dans l'Union européenne, le tout dans le respect des droits de l'homme? La plupart des partis en Suède pensent que nous devons mettre en place le pacte européen sur la migration et l'asile. Pour la présidence suédoise, il sera donc important de faire avancer les négociations. Mais ce sera une négociation difficile, car de nombreux États membres ont une opinion différente sur ce point. Mais notre ambition est d'avancer sur ce sujet et sur les différents actes législatifs liés au pacte sur la migration. Passons à l'état de droit. Malgré le nouveau compromis cette semaine, la Hongrie fait toujours face au gel de certains fonds européens qui resteront bloqués jusqu'à ce qu'elle mette en œuvre des réformes judiciaires et de lutte contre la corruption. S'agit-il selon vous d'une bonne stratégie pour que ce pays et peut-être d'autres reviennent à un style de gouvernement libéral et démocratique ? Pour moi, les valeurs de l'Union européenne et de l'État de droit sont d'une grande importance. Ce sont des valeurs fondamentales dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle nous sommes une union à laquelle les populations d'autres pays veulent se connecter parce que nous avons ces valeurs. Nous devons les défendre à chaque instant. Pendant la présidence suédoise et à chaque présidence, ce sont des valeurs que nous devrons défendre. Pour cela, nous avons différents instruments dans notre boîte à outils et nous constatons aujourd'hui que l'un d'entre eux, le mécanisme de conditionnalité, est entré en vigueur et c'est un très bon signe. Je pense que c'est la stratégie à suivre pour aller de l'avant et que nous devons continuer à utiliser les différents instruments présents dans la boîte à outils. Vous pensez donc que la Commission européenne fait du bon travail en utilisant ce mécanisme comme un outil central pour faire respecter l'état de droit à l'intérieur des frontières de l'Union ? Oui, tout à fait. Nous voyons, je crois que nous pouvons utiliser les différents outils à notre disposition. Une dernière question. Que pensez-vous du scandale de corruption qui implique le Parlement européen ? S'agit-il d'un cas isolé ou peut-être de la partie visible de l'iceberg en ce qui concerne les autres institutions de l'Union européenne ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que c'est une accusation grave. Nous devons attendre les conclusions de l'enquête. Mais nous devons toujours réfléchir à la manière dont nous pouvons combattre la corruption. Merci beaucoup, Madame la ministre Rosvall, et bonne chance pour la présidence.